Le fantôme de Canterville. Oscar Wilde. Lorsque M. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta le domaine de Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il faisait une folie, car il n'y avait pas le moindre doute que le manoir fût hanté. À tel point d'ailleurs que Lord Canterville lui-même, très scrupuleux en matière d'honneur, avait estimé de son devoir d'en dire un mot à M. Otis quand ils en étaient venus à discuter des conditions de vente. « Nous n'avons voulu y habiter quant à nous, dit Lord Canterville, depuis que ma grand-mère, tante la duchesse douanière de Bolton, a été prise de convulsions à la suite d'une peur épouvantable de dont elle ne s'est jamais tout à fait remise, lorsque 2 mains de squelette se sont posées sur ses épaules au moment où elle s'habillait pour le dîner, et je me considère comme tenu de vous dire, monsieur Otis, que le fantôme a été vu par diverses personnes de ma famille, encore en vie, ainsi que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampierre, qui est diplômé de Trinity College à Cambridge. Après le regrettable accident survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a plus voulu rester auprès de nous, et Lady Canterville a passé plus d'une nuit blanche à cause des bruits mystérieux qui venaient du couloir et de la bibliothèque. « Milord, répondit le ministre, je suis prêt à prendre le mobilier et le fantôme à leur valeur d'estimation. Je viens d'un pays moderne où nous avons tout ce que l'argent peut acheter, et avec tous nos fringants jeunes gens qui viennent faire la noce en Europe et qui enlèvent vos meilleures actrices et cantatrices, je gage que s'il y avait le moindre fantôme en Europe, nous l'aurions bien vite chez nous, dans un de nos musées publics ou en tournée pour l'exhiber. »« Je crains que le fantôme n'existe bel et bien, » dit Lord Canterville en souriant, « et qu'il puisse résister aux propositions de vos impresarios, si entreprenants soient-ils. Il est bien connu depuis 3 siècles, exactement depuis 1584, et il fait toujours son apparition avant la mort d'un membre de notre famille. »« Ma foi, il est de même du médecin de famille, tout bien considéré, Lord Canterville. Mais les fantômes n'existent pas, monsieur, et j'imagine que les lois de la nature ne vont pas se trouver suspendues pour l'aristocratie britannique. »« Vous êtes certes fort nature en Amérique, répondit Lord Canterville, et si vous ne voyez pas d'inconvénient à la présence d'un fantôme dans la maison, tout va bien. Mais vous voudrez bien vous souvenir que je vous ai averti. » Quelques semaines après cet entretien, l'acquisition fut effectuée, et à la fin de la saison, le ministre et sa famille s'installèrent à Canterville Chase. M. Otis, qui sous le nom de Miss Lucretia Tympan, de West 53 Street, avait été une beauté célèbre de New York, et elle était à présent une fort belle femme entre 2 âges avec de beaux yeux et un profil superbe. Beaucoup d'Américaines, lorsqu'elles abandonnent leur pays natal, adoptent un air de mauvaise santé chronique avec l'impression que c'est là une forme de raffinement européen. Mais Mrs. Otis n'était jamais tombée dans ce piège. Elle avait une constitution magnifique et une vitalité quasi animale. Certes, par beaucoup de côtés, elle était tout à fait anglaise et elle constituait un excellent exemple de ce fait que nous avons actuellement tout en commun avec l'Amérique, hormis bien entendu la langue. Son fils aîné, prénommé Washington par ses parents, dans un instant de patriotisme qu'il n'avait jamais cessé de regretter, était un homme aux cheveux blonds, assez beau garçon, qui s'était qualifié pour la diplomatie américaine en conduisant le cotillon au casino de Newport durant 3 saisons consécutives, et il était connu même à Londres pour être un excellent danseur. Les gardenias et la noblesse étaient ses seules faiblesses. Pour tout le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia Otis était une fillette de 15 ans, souple et charmante comme un faon, avec un regard plein d'une belle liberté dans ses grands yeux bleus. C'était une Amazone, remarquable, et elle avait un jour fait la course sur son poney avec le vieux Lord Bilton, parcourant 2 fois tout le circuit du parc et gagnant d'1 longueur et demie juste en face de la statue d'Achille pour le plus grand plaisir du jeune duc de Cheshire, qui avait, sur le champ, demandé sa main et avait été renvoyé en larmes le soir même à Eton par ses tuteurs. Après Virginia venaient les jumeaux, qu'on appelait habituellement les Star and Stripes, car ils recevaient constamment des corrections.
C'étaient des garçons charmants et, à l'exception du digne ministre, les seuls républicains authentiques de la famille. Canterville Chase était situé à 11 km d'Ascot, la gare de chemin de fer la plus proche. M. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture les y attendît et ils se mirent en route plein d'entrain. C'était une splendide soirée de juillet et l'air était embaumé de l'odeur des forêts de pins. De temps à autre, ils entendaient un ramier écoutant complaisamment son propre roucoulement ou apercevaient, profondément tapi parmi les fougères bruissantes, le poitrail bruni du faisan. De petits écureuils leur lançaient des regards curieux du haut des hêtres tandis qu'ils passaient, et les lapins détalaient à toute allure à travers les fourrés par-dessus les tertres moussus, leurs queues blanches dressées en l'air. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'avenue de Canterville Chase, toutefois, le ciel se couvrit de nuages. Un calme bizarre parut s'emparer de l'atmosphère. Un grand vol de corneilles passa silencieusement au-dessus de leur tête. Et avant qu'ils n'eussent atteint la maison, il était tombé quelques grosses gouttes de pluie. Debout sur le perron pour les recevoir se tenait une vieille femme, proprement habillée de soie noire en bonnet et tablier blanc. C'était Mrs. Umney, la gouvernante, que M. Otis, à la prière instante de Lady Canterville, avait consenti à maintenir dans sa situation antérieure. Elle leur fit à tous une profonde révérence à mesure qu'ils descendaient de voiture, et dit d'une gentille voix à l'ancienne mode « Soyez les bienvenus à Canterville Chase, je vous prie !» À sa suite, ils traversèrent le beau vestibule Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, pièce longue et basse, lambrissée de chêne noir, au fond de laquelle il y avait une grande fenêtre à vitrail. Ils y trouvèrent le thé, servi, et après s'être débarrassés de leurs manteaux, ils s'assirent et se mirent à regarder alentour, tandis que Mrs. Umney les servait. Tout à coup, Mrs. Otis aperçut une tache rouge sombre sur le parquet, tout près de la cheminée, et sans la moindre idée de ce que là pouvait être, elle dit à Mrs. Umney « Je crois bien qu'on a dû répandre quelque chose là. »« Oui, madame. On a répandu du sang. »« Du sang ? Mais c'est abominable. Je n'aime pas du tout les taches de sang dans une pièce où l'on se tient. Il faut nettoyer ça tout de suite. » La vieille femme sourit et répondit de la même voix basse et mystérieuse. « C'est le sang de Lady Éléonore de Canterville, qui fut assassinée en cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui survécut 9 ans et disparut tout à coup dans des circonstances fort mystérieuses. Son corps n'a jamais été découvert, mais son esprit, coupable de ce meurtre, hante encore le manoir. Cette tache de sang a été très admirée par tous les visiteurs, et il est impossible de l'enlever. »« Tout ça, c'est de la blague !» s'écria Washington Otis. « Le super kinétoï et extra-détersif Pickentorn enlèvera ça en un rien de temps. » Et avant que la gouvernante épouvantée eût le temps d'intervenir, il était à genoux et frottait vivement le parquet avec un petit bâton qui ressemblait à un cosmétique noir. Au bout de quelques instants, on ne voyait plus aucune trace de la tache de sang. « Je savais bien que le Pickentorn en viendrait à bout. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'un éclair terrible illumina la pièce sombre. Un coup de tonnerre épouvantable les fit tous se dresser d'un bond, et Mrs. Umney s'évanouit. « Quel climat monstrueux !» dit avec calme le ministre américain, tout en allumant un long cigare. « Je gage que la vieille terre des ancêtres est tellement surpeuplée qu'ils ne peuvent faire des conditions météorologiques plus convenables. J'ai toujours été d'avis que l'immigration était la seule chose qui convint à l'Angleterre. » « Mon cher Hiram, » s'écria Miss Otis, « que pouvons-nous faire d'une femme qui a des évanouissements ? Il faut les lui retenir sur ses gages, comme les bris de vaisselle. Après cela, elle ne s'évanouira plus. » Au bout de quelques instants, Miss Umney revint à elle, effectivement. Il était hors de doute cependant qu'elle était extrêmement inquiète, et elle avertit d'un air sévère M. Otis d'avoir à prendre garde à quelque malheur prêt à s'abattre sur la maison. « Monsieur, j'ai vu des choses, de mes propres yeux, des choses qui feraient dresser les chevaux sur la tête de n'importe quel chrétien, et nombreuses sont les nuits
où je n'ai pas fermé l'œil à cause des choses épouvantables qui se passent ici. » Cependant, M. Otis et sa femme assurèrent chaleureusement à la brave vieille qu'ils n'avaient pas peur des revenants. Après avoir appelé les bénédictions de la Providence sur son nouveau maître et sa nouvelle maîtresse, et jeté les bases d'une augmentation d'appointements, la vieille gouvernante s'en allait en chancelant vers sa chambre.